Rapidement, moi, je partage tout ce qui a été dit ici. Je crois qu'au chapeau de ce panel, j'ai dit qu'il faut planifier ce que nous voulons dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans et suivant les filières. Je crois que je l'ai dit. Et je voudrais revenir ici dans notre salle. Je suis tenté de faire comme mon voisin de gauche en posant la question: combien de nos enfants ici font de la formation professionnelle? Ne soulevez pas la main. Ne soulevez pas la main. Combien d'entre nous avons envoyé nos enfants à faire une formation professionnelle? Ne soulevons pas la main. Nous avons la réponse. Ça veut dire que le problème, c'est d'abord à ce niveau-là. Nous avons considéré la formation professionnelle comme une affaire de rien que de reléguer, de colonna. Et pourtant, c'est la clé de développement de tout le projet de notre pays. La clé de développement des infrastructures, du corridor, des zones économiques spéciales, ça passe par la main-d'œuvre. Je voulais ici dire à mon voisin de droite de l'INPP, évitons vraiment de tomber dans l'autosatisfaction. Dans ces panels, nous sommes en train de nous projeter dans l'avenir. Et nous sommes là, il y a des métiers qui disparaissent. Nous continuons de former sur des métiers qui disparaissent encore. Et donc je pense que nous devons plutôt nous projeter dans le temps, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Quelle est la réponse de la République démocratique du Congo en matière de formation professionnelle? Et il faut encore se poser la question, dans 10, 15, 20 ans, on aura encore besoin de cette formation continue où on a un formateur devant et les apprenants assis. C'est ça la grande question qu'il faut se poser. Et même dans la formation qualifiante que nous le voulons dans quel secteur? Et j'ai dit ici, je le répète, que nous avons pensé au niveau du gouvernement, et je vous rejoins, nous devons avoir une vision de formation professionnelle parsemée à travers le pays, aux besoins de développement de chaque province. Ce qui nous éviterait, par exemple, des phénomènes comme des exodes ruraux. Ça peut nous éviter cela. Et puis, il faut finalement un appel général, une sensibilisation totale et globale à la formation professionnelle. Nous avons jusqu'aujourd'hui dans notre pays la conception de la formation professionnelle. Moi, je suis fils d'un militaire. La conception qu'on avait de l'armée, lorsqu'en famille, un enfant est têtu, moins intelligent, on l'envoie dans l'armée pour qu'il soit discipliné. La tendance dans notre pays jusqu'aujourd'hui, c'est celle-là. Lorsqu'un enfant ne brille pas à l'école, c'est lui qu'il faut envoyer à la formation professionnelle. Et là-bas, qu'est-ce qu'il apprend? Il apprend la maçonnerie, la menuiserie, ça s'arrête là. Donc aujourd'hui, on vient de nous démontrer que la formation personnelle va au-delà de ces formations-là, que moi j'appelle classiques. Et aussi, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, au niveau de mon ministère, je vais présenter un dossier dans les jours qui suivent. Nous avons commencé finalement à réfléchir sur la réforme du système éducatif dans son ensemble, sur les contenus. Je suis tout à fait d'accord avec mon collègue juriste et l'avocat. Pourquoi devons-nous continuer à former les avocats comme moi, pendant qu'ici dans le Grand Katanga, chaque fois que vous allez dans une commission qui siège au ministère de l'Emploi, je ne suis pas un peu d'accord avec celui qui a dit que non, je ne suis pas d'accord. Moi, je serai d'accord avec vous les jours où dans cette commission-là, les emplois réservés aux Congolais ne seront plus octroyés aux étrangers. Parce que tous les petits métiers réservés aux Congolais sont donnés aux étrangers justement par cette manque de qualification. Je ne voudrais vraiment pas engager un débat avec vous, mais j'ai parlé tout à l'heure de valorisation d'acquis d'expérience. Il y a des Congolais qui apprennent sur l'État, dans les chantiers, dans les mines, ou que sais-je encore, mais ils ne peuvent pas travailler à l'extérieur du pays. Ils sont condamnés de travailler localement. Ils ne peuvent pas sortir. Pourquoi? Parce que justement, il y a ces problèmes de certification de leur titre. Voilà pourquoi il y a nécessité. Nous n'avons pas dit que les Congolais ne sont pas qualifiés. Nous avons dit qu'il y a un problème de certification de cette formation-là. Moi, je venais d'être ministre de Transport, mais il y a le chauffeur congolais qui ne peut pas quitter, par exemple, le Katanga pour aller jusqu'en Afrique du Sud. Tout simplement, à la frontière, lui demande des papiers. Mais l'inverse est faisable. Donc, il y a ces problèmes-là de mettre en face. Et je crois que nous avons réfléchi, nous avons dit qu'il faut relever la formation professionnelle. Je suis d'accord avec celui qui a dit, c'est la politique du gouvernement, créer des passerelles entre la formation professionnelle et l'enseignement supérieur classique. Pourquoi celui qui a son papier de 9 mois de formation professionnelle, pourquoi il ne ferait par exemple pas de préparatoire à l'ISTA, à l'IBTP? Pourquoi il ne le ferait pas?
Pourquoi celui qui a son diplôme de licence en droit comme moi ne pourrait pas s'inscrire, je ne sais pas moi, directement en première année ou en deuxième année pour apprendre? Et puis il y a un problème de cohérence chez nous. Il y a des domaines que nous réservons, je dirais, à l'enseignement supérieur. Mais en réalité, ce sont des niveaux les plus élevés de la formation professionnelle. J'ai le vieux Bamanis en face de moi, l'IBTP. Pourquoi il releverait de l'enseignement supérieur? En quoi? L'ISTA, Institut supérieur des techniques appliquées. Pourquoi il releverait? Il y a toute cette question-là de cohérence que nous sommes en train de travailler pour finalement chuter à cette problématique de réforme et du système éducatif.